pour cette invitation. Tout le monde m'entend bien. Alors, pour tenter de comprendre ce qu'est l'Europe et où va l'Europe, il est nécessaire de se poser une question, la troisième question existentielle, à savoir d'où vient l'Europe. À cette question, Theodor Heuss, le premier président de la République fédérale d'Allemagne, a apporté une belle réponse en 1950 en déclarant que l'Europe s'est édifiée sur 3 collines, le Golgotha, l'Acropole et le Capitole, symbolisant respectivement le christianisme, la pensée philosophique grecque et le droit romain. Afin de saisir la dimension, la vraie dimension de l'apport du Golgotha à la civilisation européenne, il nous faut d'abord examiner la genèse du concept Europe. Au fond, qu'est-ce que l'Europe? Dans l'Antiquité, l'Europe est un terme purement géographique, qui n'a aucune place dans une vision géopolitique gréco-romaine. On le sait, l'élément déterminant autour duquel s'articule l'Empire romain, c'est la Méditerranée, la Mare Nostrum, qui agrège des civilisations extrêmement disparates sous l'égide de la Pax Romana. Avec l'effondrement de l'Empire romain d'Occident, et avec l'un de ses corollaires pratiques, terre à terre, si j'ose dire, qui est le recul de la maîtrise maritime, eh bien, les nouveaux royaumes barbares délaissent la Méditerranée et se tournent vers l'intérieur des terres, se replient vers le nord et vers l'est de ce Finistère eurasien qui ne s'appelle pas encore Europe. Cette tendance est d'ailleurs accentuée au début du XVIIIe siècle surtout, lorsque l'islam aura conquis les terres au sud de la Méditerranée, donc l'Europe du Nord vue comme repli. Ce repli conduit à la fin de l'Antiquité tardive et au très haut Moyen-Âge au développement d'un embryon de conscience de l'Europe dans la représentation mentale de ses habitants. Pour la première fois, le mot Europe s'invite dans les sources, chroniques, hagiographie, pour exprimer une communauté unie non pas par une géographie commune ou par l'héritage romain, mais par l'adhésion à la religion du Christ. Et c'est dans cet esprit qu'en Espagne, un chroniqueur anonyme évoque au milieu du 8e siècle les gens d'Europe, Europenses, qui, lors de la célèbre bataille de Poitiers, menée par Charles Martel en 732, triomphe des Sarrasins. Ce texte est d'ailleurs considéré par Denis de Rougemont comme étant l'acte de naissance de l'Europe historique et politique. En effet, pour la première fois de l'histoire, les Européens se présentent comme une entité, qui plus est une entité incarnant la chrétienté, certes latine et occidentale, et donc c'est un élément tout à fait neuf dans l'histoire. L'acception mérovingienne et proto-carolingienne du concept Europe est précisée et amplifiée sous Charlemagne, qui apparaît à la fois, en même temps, comme guide du peuple chrétien, Rector Populi Christiani, et aussi roi et père de l'Europe, Rex Pater Europae. Avec Charlemagne est scellée une équation fondamentale dans laquelle s'identifient presque parfaitement les 3 E, à savoir empire, entendez carolingien, église, entendez latine, et Europe. Un axe vertical charpente ce triptyque. C'est l'empereur qui est prêtre et roi en même temps, qui est le successeur de Melchisédek et qui est le nouveau David. L'adoption de la liturgie romaine à travers tout le royaume carolingien, ou encore la formation des réseaux de confraternité de prière entre les monastères,
tous soumis par décision du souverain à une seule règle, la règle bénédictine, eh bien, tous ces éléments unifient horizontalement le monde franc sous les auspices de l'Église. L'unité religieuse est comprise comme un préalable indispensable à l'unité politique. Si à la mort de Charlemagne, le premier des trois termes, des trois E, à savoir l'Empire, déchoit peu à peu, victime des dissensions entre les héritiers de Charles, qui se disputent et se partagent le patrimoine carolingien, demeurent l'Église et l'Empire, confondus en une Christianitas qui, pareil à un cristal, croît autour du noyau primitif des deux Francies. Ainsi, et ça c'est un point extrêmement important sur lequel je voudrais insister, l'évangélisation des Slaves au nord et à l'est, l'évangélisation des Hongrois, ou encore des Scandinaves au nord, eh bien, s'interprète non pas comme une extension du christianisme à l'Europe, mais comme une extension de l'Europe. Cette communauté nouvelle, appelons-la désormais Europe, cesse d'être franco-germano-italienne. Elle s'adjoint des États qui revendiquent avec raison leur place. On peut citer les Asturies, la Bretagne, l'Angleterre, l'Irlande, la Moravie, la Hongrie, la Croatie, le duché de Bénévent. Et l'Europe évolue désormais dans une dialectique de diversité et d'unité qui, au demeurant, la caractérise jusqu'à nos jours. La diversité, avec l'émergence des nations, l'unité avec la communauté de dénominateurs reposant avant tout sur la culture agglomérante du christianisme, creusée de l'identité culturelle des peuples européens. Une nouvelle strate essentielle dans la civilisation européenne est ajoutée en Occident par l'Église romaine entre le XIe et le XIIIe siècle. C'est ce qu'on appelle la Révolution papale, qui est une vision nouvelle du monde qui s'articule autour de la réforme grégorienne. Il s'agit pour l'Église non seulement de s'affranchir de l'oppression séculière, ce césaropapisme particulièrement vivace, et à l'instar de ce qui se passe d'ailleurs à Byzance. Donc, l'Église ne veut pas seulement s'affranchir de cette oppression séculière, mais veut aussi harmoniser droit et morale chrétienne. Alors que le patriarche de Rome lutte contre la simonie et le nicolaïsme, ou encore combat l'investiture laïque, les féodaux, quant à eux, sous l'instigation de la papauté, moralisent leur conduite. Ils instaurent par exemple la paix de Dieu et conçoivent aussi les codes de l'esprit chevaleresque. En même temps, le monachisme contemplatif bénédictin, qui est tout entier, ou presque tout entier, tourné vers l'eschatologie, est désormais concurrencé par les ordres mendiants, lancés dans le cœur même des cités par saint Dominique de Guzman ou par saint François d'Assise. La vision augustinienne du lien entre la grâce divine et le libre arbitre humain est développée par saint Anselme de Cantorbéry, suivi de saint Thomas d'Aquin. L'Occident ouvre résolument la voie à un humanisme chrétien. Au Moyen-Âge finissant, le schisme de 1054, qui est initié tout au début de la Révolution papale, donc 4 ou 5 siècles avant, commence à prendre tout son sens. Et un constat s'impose. Les deux poumons de l'Europe respirent de manière indépendante, voire antithétique. Les abstraits débats christologiques et désaccords sur la théologie trinitaire entre Orient et Occident procèdent certes de malentendus, mais aussi de réelles différences de mentalité, témoins des évolutions culturelles et politiques distinctes, empruntées par l'Est et par l'Ouest. Pour schématiser cela, pour apporter une image, si l'on veut, on peut dire qu'au hiératique Christ Pantocrator de Byzance s'oppose le souffrant Christ-homme de l'Occident, à l'exemple de celui peint par Matthias Grunewald. Dans ce tour d'horizon rapide,
j'ai terminé, sur les racines chrétiennes de l'Europe, nous observons qu'Athènes, Rome et Jérusalem donnèrent en fait naissance à deux synthèses parallèles, deux Europes jumelles, deux Europes complémentaires, et toutefois les deux édifices, bien que dissemblables, construits sur des fondations manifestement distinctes, avec des matériaux bien spécifiques, sont cimentés par le même enseignement, celui des évangiles, celui du Christ. Merci de votre attention.